Otoubala Joël Élysée, c'est son nom. Mais dans l'univers des arts visuels aussi bien au Cameroun qu'à l'extérieur, il se fait appeler Objel Otou. La bande dessinée, c'est sa drogue. D'ailleurs, il en consomme excessivement depuis sa tendre enfance et aujourd'hui, il est auteur de plusieurs BD à couper le souffle. Tenez-vous tranquille, hein? Il se déploie également dans l'univers de la peinture sur toile, la peinture murale et fait même des animations. Et oui, notre invité du jour a plusieurs codes à son acte. Focus sur Objel Otou dans Artistes d'exception, sujet l'artiste TV. Bienvenue à tous. Objel Otou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Artistes d'exception. Oui, merci. C'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Tu ressembles énormément à ton frère, tu sais. Vous avez le même style. N'est-ce pas? Oui. Alors, bref, je dirais que c'est comme ça. C'est pas, on ne s'accorde jamais pour acheter les mêmes habits. On ne vit même pas d'abord ensemble. Oui. Donc, c'est comme ça, c'est Mais vous vous psychologique. retrouvez avec le même style. C'est psychologique. Ça t'arrive souvent d'enlever ton chapeau? Parce que vous m'avez dit, on le voit. Non, je peux enlever. Si vous existez, on peut toujours enlever. Ah là là, une très très belle coupe, hein? Très bien. Donc, je pense que tu ne devrais plus cacher cette coupe-là parce que, oui, elle te va très bien. Oui, merci. Je préfère souvent réchauffer ma tête et puis quand je sors le soleil, bon, je suis habitué à avoir la tête chaude. Donc, c'est vrai que j'aime aussi faire des belles coupes, mais ça arrive pour ne pas surprendre les gens dans un sens. Donc, quand je porte, les gens me disent, on n'a jamais vu ta tête. Beaucoup de gens me le disent, j'enlève. Et il n'y a vraiment pas cette différence. C'est pour ça. Donc, j'aime pas surprendre les gens négativement, en fait. N'est-ce pas? Ouais. Alors, ton nom, c'est Otoubala Joël Élysée. Oui. Mais tu te fais appeler Objel. Objel, oui. Depuis quand? Depuis 2004. Depuis que 2004. je suis tout jeune, parce que à un moment, je faisais de la musique. J'ai fait de la musique à un moment. Et puis, comme tous les jeunes qui faisaient de la musique, chacun se recherchait un pseudonyme. Et moi, j'avais pris le pseudonyme dans mon propre nom. Ouais. C'est-à-dire O comme Otou, B comme Bala, J comme Joël, E-L comme Élysée. J'avais pris ça dans mon propre nom. Je ne voulais pas emprunter des noms de dictionnaire et tout ça, des mots. J'ai préféré prendre mon propre nom. Et puis tu as ajouté le L à la fin. Non, E-L c'est Élysée. Ah, d'accord, d'accord. Donc, et puisque beaucoup de gens me connaissaient déjà sur ce nom, ça servait plus à rien de changer. Voilà, j'ai continué avec ça dans l'art. Le jour que quelqu'un qui m'a perdu de vue va rencontrer mon art, mon œuvre par exemple, il va voir le nom, il va dire, je connais ce nom quelque part. Et ce ne sera que moi. Oui. Donc, c'est tout ça. En tout cas, c'est super. Ça sonne également bien, Objel. Objel Otou. Merci. C'est cool. Alors, comme plusieurs professionnels des métiers de l'art visuel, toi également, tu as manifesté ce talent pour le dessin depuis ton jeune âge, notamment depuis la maternelle. Et ça a été difficile un peu de réussir l'école primaire et le secondaire parce que tu étais très concentré sur cet art-là. Comment est-ce que ta famille, ton entourage, tes parents ont vécu ça? Est-ce que ça a été facile pour eux d'accepter que, ok, l'enfant est plus intéressé par ci? Et comment est-ce qu'ils ont vécu ça en fait? Bon, d'une part, je vais dire que ils prenaient pas ça mal au départ, parce que dessiner n'est pas mal. Oui. Dessiner, c'est une bonne chose. Et puis, ce qui les avait poussés à ne pas aimer ça, c'est que j'exagérais. C'est-à-dire? J'exagérais et je m'explique. Voilà. J'exagérais au point où je les félicite de m'avoir maté pour ça. Parce que, à un moment, je n'aimais pas l'école. Parce que je partais à l'école, pendant qu'on expliquait les cours, je dessinais. Et je vais vous dire ça comme ça, je fuyais l'école pour aller dessiner. Oui, moi, je dessinais seulement sur les murs, sur le sol, partout, le dessin était, et je conduisais mes petits frères dans ce qu'ils faisaient. Donc, ils me suivaient toujours dans tout ce que je faisais, donc je devenais un fléau pour mes petits frères. Donc, si on ne me mettait pas sur le droit du chemin, ce serait comme ça. Et comment est-ce que les parents t'ont canalisé à ce moment-là? Bien, déjà, c'est vrai que le dessin est déjà inné chez nous. Le papa dessinait. C'est pas, il n'était pas dessinateur en fait, mais il dessinait. La maman dessinait.
Et j'ai un oncle maternel qui dessinait et peignait. Voilà. Donc, c'était dans le sang. Et ce n'était pas un truc qu'on pouvait chasser. Donc, à un moment, ils ont compris. Et papa m'avait dit que, bon, maintenant, puisque tu t'attaches beaucoup au dessin, je vais t'envoyer faire dès que tu finis ton premier cycle du collège, je vais t'envoyer faire voilà donc là où ça sonne dans ma tête que bien, il faut fréquenter. Vous voyez, là donc je me suis mis à l'école, j'ai fréquenté. Normalement parce qu'il fallait aller faire là. Je suis entré dans l'art, puisque dès qu'elle a fini le premier cycle, on m'a envoyé en seconde artistique. J'ai fait 3 ans, je suis sorti. Oui. Et il faut dire, avant que tu n'intègres l'IFA de Balmayo, où tu as suivi justement les études dans le domaine artistique, tu as fait 3 années à la maison sans fréquenter. Pourquoi? Bon, au départ, c'est que les 3 années non scolarisées étaient dues au fait étaient dues à la retraite de mon père. Voilà. Quand il a pris la retraite, la pension était bloquée. Vous voyez, sa pension était bloquée. Donc, il nous avait dit, bon, on va faire avec. Je ne peux rien y faire là maintenant. Donc, supporter, on va gérer. Bon, on a patienté. Moi, je n'ai pas de problème à l'époque là parce que je voulais aller à l'école, mais j'avais trop la tête. Je dessinais beaucoup. Et puis, je faisais la musique, c'est ça qui me distraisait beaucoup. Je faisais la musique, je dessinais, je dansais. Donc, j'avais la tête dans tout ce que je faisais. Et le dessin, je veux déjà souligner que j'ai commencé à faire les bandes dessinées, à essayer de faire des petites bandes dessinées depuis le cours préparatoire. Donc, depuis que je suis au cours préparatoire, je fais déjà les petites vignettes, des petites histoires que j'imagine, je dessine. Et je ne peux pas dire quel jour j'ai commencé à dessiner, parce que je ne sais pas quand j'ai commencé à dessiner. Donc, je sais que moi, je me dis que je dessine. Je ne sais pas quel jour j'ai commencé à faire depuis la maternelle. Je m'intéresse à toutes les images, tout ce qui est graphisme, sur le mur, les dessins, les photos. Je copiais tout. Toutes les bandes dessinées, tous les styles, je copiais, je dessinais, puisque mon père était fan de bandes dessinées en même temps. Il avait toute une grosse cuvette de bandes dessinées. On arrachait à des moments, quand on voyait qu'on ne pouvait pas aller, on sait que tel jour, on ne peut pas entrer dans la chambre du père, je prends une bande dessinée, je cache et sors avec. Je me balade avec toute la journée. Carrément. Si je la perds, je la perds. Quand il y a une page qui m'intéresse beaucoup, j'arrache et je garde dans ma poche, je pars avec. Je dessine des semaines, je reviens, j'entre dans sa chambre, je prends une autre, j'arrache une page, je fuis. Voilà, c'était comme ça dans le dessin. Moi, c'était une histoire compliquée. Donc, il fallait qu'on me dompte pour que je sois sur le droit chemin. En fait, on n'avait même pas le choix que de s'aligner parce que, vu ton enthousiasme et ton engagement, en fait, là, on comprend mieux, non, on baisse les armes et puis on te laisse faire ta passion. Je ne pouvais pas arrêter. Et surtout que j'étais le genre d'enfant qui n'aimait pas marcher seul. Toujours avec ses 2 petits frères. Donc, partout où j'étais, tout ce qu'ils faisaient, on faisait ensemble. Donc, il fallait me couper les oreilles pour que je prenne une bonne ligne. Parce que si je prends une mauvaise ligne, ils seront derrière moi. Donc, il fallait prendre une bonne ligne. Donc, il fallait qu'on me mette sur le droit chemin. Et je félicite mes parents pour ça. Parce que j'ai été un enfant têtu. Donc, il fallait. Alors, tu sors de l'IFA avec un baccalauréat spécialité peinture et décoration. Et en ce moment-là, tu décides d'arrêter avec les études et te lancer vraiment dans le monde professionnel. Voilà. Justement. Et c'est comme ça que tu commences à faire des décorations, la peinture murale. Et tu donnes également cours dans les lycées et collèges, écoles primaires ou secondaires. Oui, j'ai quand même donné cours dans certaines écoles. Et aujourd'hui, est-ce que tu formes encore? Est-ce que tu donnes encore des cours? Oui, maintenant je donne des cours particuliers. Même parce que Fustel, j'avais donné des ateliers l'année passée. Voilà, donc, et des personnels, je donne à domicile pour ceux qui en ont besoin. Après, je n'ai pas d'établissement. Et ça dépend du volet que quelqu'un voudrait faire. Il y a la bande dessinée, tu vois la bande dessinée. Il y a l'illustration, tu vois l'illustration. Il y a la peinture. Il y a la peinture, ça dépend. La peinture à le portrait, par exemple, ça dépend de ce que quelqu'un veut. Oui, c'est en fonction de ça qu'on va travailler. Donc, c'est clair, Obgel est un professionnel de la peinture murale, de la peinture même sur tableau, parce qu'il faut le dire. Et tu fais également de la BD, des illustrations, de l'animation même. L'animation, un peu. Je ne suis pas professionnel en animation, mais dans l'animation, je travaille plus des trucs comme des décors, voilà, des backgrounds, comme on appelle en animation, des backgrounds, l'étude des personnages, les storyboards. Voilà.
Pourquoi cette diversité-là? Est-ce que c'est le domaine des arts visuels qui l'impose ou alors c'est une décision personnelle en tant qu'artiste d'explorer ces différents champs de l'art visuel? Je me dis que quand on est passionné, on élargit les horizons sans Ok. même le vouloir, en fait. Quand on trouve un domaine dans lequel on peut faire, on se lance. Donc, ce n'est pas le domaine, l'art visuel qui nous l'impose, mais c'est la passion. Quand D'accord. on est passionné, je voudrais même faire plus, mais manque de temps. Oui. On se lance à gauche, à droite. Dès qu'on voit, on va essayer on va toucher du doigt, en fait. Et parmi tous ces champs-là, lequel te passionne le plus? Qu'est-ce qui prend vraiment la Moi, ce qui m'impressionne le plus, ce qui me prend beaucoup, c'est la bande dessinée. bande Et c'est la bande dessinée? dessinée que j'aime beaucoup. Ah. Bon, j'aime la bande dessinée et je ne peux pas balancer ça avec un autre domaine. Voilà. D'accord. Et parlant justement de bande dessinée, il faut que je montre aux téléspectateurs. Et oui, ces travaux sont avec moi. Alors, ce premier livre, Kwap Bezamba, j'espère que je prononce bien. Oui, Kwap Bezamba. Ouais. Ah, Kwap Bezamba. Zamba, Ça voilà, signifie quoi? Je sais que Zamba, c'est Dieu. Oui, Kwap Bezamba, c'est Dieu. Kwap, c'est le gobelin. Zamba, c'est Dieu. Mais là, ce n'est pas dans le sens du gobelin, c'est dans le sens du calice, parce que le titre était d'abord en français. Okay. Puisque je travaille avec un scénariste, il est en Belgique actuellement, RKU, il est en Belgique. Il a écrit le titre en français et il m'a demandé de traduire, parce que lui-même voulait traduire en sa langue, mais il n'a pas pu, parce que lui, il est de l'Ouest. Ah, voilà. Il s'est battu, il a vu que ça ne donnait pas. Il m'a dit de proposer, j'ai donc proposé et il a validé. Il a adapté. On a adapté dans cela. Donc, c'est le calice des dieux. Le calice des dieux. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de cet ouvrage? Elle parle de quoi? Bon, l'ouvrage déjà se passe en Grèce antique. Voilà, donc quand on parle déjà de Grèce, vous voyez un peu Zamba quand on parle de Dieu. Et ça raconte l'histoire d'un jeune qui veut être le plus grand guerrier de son village. Voilà, et étant donné qu'il est en servitude, il lui sera difficile d'être soldat. Vous voyez, donc c'est un peu ça les difficultés qu'il rencontre. Il veut être soldat et être le plus grand soldat de son pays. Mais il est en servitude ailleurs. Vous voyez, donc c'est un peu ça la difficulté. D'accord. Ok, il a été édité par Black Trek. Oui, oui, justement. Donc, tu fais partie du collectif Black Trek. Oui, je suis illustrateur de ce collectif et membre. Qu'est-ce que ce collectif a apporté dans ta vie en tant qu'artiste? L'impact? Ce collectif, je tiens déjà à remercier ce collectif parce que grâce à lui, j'ai pu me perfectionner dans le travail numérique parce que je suis entré à Black Trek, je n'avais pas assez de connaissances sur le travail numérique. J'ai trouvé des professionnels, des infographes par exemple, et des gens qui ont fait des formations dans l'utilisation des logiciels par exemple. Donc, chaque problème que j'avais, j'appelais à gauche et à droite, on me débloquait. Voilà. Et c'est par là que je cultivais mon travail numérique. Et le partage entre nous est tellement bien, est tellement ouvert. Voyez? Puisque c'est vrai que moi, je suis venu avec mon professionnalisme, moi j'ai fait l'école, et ils n'ont pas fait l'école d'art, donc on se complète. Mais avec eux, j'ai beaucoup appris. Sur Photoshop, par exemple, comme je travaille beaucoup sur Photoshop, chaque fois que je suis bloqué, j'appelle à gauche, si je l'ai occupé, j'appelle à droite, une des personnes va me débloquer. Vas-y, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc, et puis, c'est grâce à eux également que j'ai vu mon premier produit sur papier. Qui est celui-ci? Mon premier produit, c'est vrai, c'était le magazine d'abord. Parce que ça sortait chapitre par chapitre dans le magazine. Et là, c'est le tome. Parce que tu voyez, là, c'est 4 chapitres, je crois, 4 ou 5 chapitres. 5 chapitres. Donc, le premier est sorti dans leur magazine 2, je crois, magazine 2, voilà. Donc, ils m'ont vraiment aidé dans mon travail numérique à m'en sortir. Bon, là, nous avons le tome 1. Il y en a combien de tomes? Ça, c'est le premier. Il n'y a pas un deuxième. Donc on reste en attente du tome 2. Oui. Le deuxième tome est encore en laboratoire. Au labo, chaud. Encore en train de se travailler. J'espère qu'il sortira. Mais c'est pas très bientôt, hein, parce que il faut d'abord qu'on sort chapitre par chapitre.
dans le magazine chapitre par chapitre. Après, donc, on va encore collectionner pour faire un tome. Ah, ok, voilà. D'accord, je comprends. Donc, pour ceux qui voudront voir la suite de ça, ils vont acheter le prochain magazine. Et là, il coûte combien? Kwab Zamba. Kwab Zamba. On n'a pas voulu le mettre cher. C'est pour ça qu'on l'a réduit d'abord en taille. Mais là, il coûte 2500. 2500 francs. Oui, parce que généralement, on passe beaucoup par les élèves. Les élèves aiment beaucoup les mangas là. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu qu'on fasse ça au prix abordable. Les illustrations sont intéressantes. Une illustration sont intéressantes. En tout cas, pour la il faudra passer à Black Trek. Oui, Black Trek, ils ont même une page Facebook. Voilà. Tapez juste Black Trek sur Facebook, vous aurez tout ce que vous voulez. Voilà, vous aurez toutes les informations, que ce soit les contacts et autres. Donc, tout est disponible sur Facebook, la page Black Trek. Alors, on va continuer avec la découverte du prochain. Voilà. Et Zeyangwu, non. On va d'abord prendre la pause publicitaire et puis on se retrouve juste après pour la découverte de ce magnifique ouvrage. Es toi aussi victime de la janviose? Ouais, je sais ce que ça fait. Et si tu te bougeais un peu plus dans le but de finir avec cette période de vache maigre? Tu te demandes comment? Mais en produisant des œuvres artistiques encore plus professionnelles et en travaillant 2 fois plus vite. Normalement, en le faisant, tu devrais avoir 3 fois plus de combos, surtout si tu disposes d'une tablette graphique de qualité. Et tiens, parlant de tablette graphique, Gelartist a lancé une campagne de lutte contre la janviose et offre des tablettes 2 fois moins chères. Tu devrais en profiter. Il te suffit juste d'écrire sur WhatsApp au 679 87 17 42. Ensemble, disons non à la janviose avec les tablettes de Gelartist. De retour sur ce plateau, vous regardez Artistes d'Exception, une production de Gelartist TV. Cette chaîne-là qui s'est donnée pour mission de valoriser les arts visuels au Cameroun et en Afrique de manière générale. Aujourd'hui, nous recevons un artiste multifacette qui s'investit dans le domaine de la peinture sur tableau, la peinture murale, la bande dessinée et bien d'autres encore. Et là, nous sommes en train de découvrir ses travaux. Nous avons déjà eu un aperçu du tout premier, Kwab Zamba. Ouais, justement. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est ça. Non, okay. Ça se prononce simplement comme c'est écrit. Oui. C'est un kung fu, A-U, mais c'est déjà ou. Ah oui, ou. Ce n'est que ça, donc. Même en phonétique, le U là se prononce ou. Justement, donc c'est pas assez grave. Voilà. Là, nous avons Zeyangwu. Voilà. C'est bien prononcé, non? Ouais, c'est bon. Applaudissez pour moi. C'est bien. Ok, est-ce que tu peux nous parler de cette bande dessinée publiée aux éditions Akomamba? Oui. Donc, cette bande dessinée est une œuvre que j'ai pensée depuis. Depuis 2011. Oui. J'avais pensé à ça et j'avais commencé à le faire comme ça, par passion. Oui. J'ai pensé à une histoire. J'ai commencé à illustrer, tout simplement. Et j'en avais fait. L'époque où je faisais... quand j'ai pensé d'abord à ça, premièrement, je faisais première. Ok. J'ai d'abord fait ça à l'école, par passion comme ça, pendant les heures de permanence. Je prenais des formats, je dessinais. Mes camarades appréciaient, dessinaient. Jusqu'à ce que j'avais vu que ça commence à être sérieux. Quand j'ai fait quelques études de bande dessinée sur Google, je me suis dit, bon, pourquoi pas recommencer ce truc? Parce que là, ce n'est pas encore pro. Ouais. J'ai acheté des papiers cartonnés. Moi-même, j'ai dépensé l'argent, j'ai acheté des papiers cartonnés, des plumes, le matériel un peu pro. A3 sur A3. J'ai recommencé la bande dessinée. La même histoire. La même histoire. J'ai travaillé 50 pages, 50 planches de bande dessinée. J'ai bien fini, j'ai ancré les 50 planches. Wow. Avant même de connaître Black Trek, en fait. Quand j'ai rencontré Black Trek, ils ont apprécié l'œuvre. Ils ont dit, waouh, on va chercher comment éditer cette œuvre.
On a donc commencé à travailler le magazine. Oui. Arrivé à un festival à l'Institut français, l'éditeur tombe sur notre œuvre. On lui montre les images de Zéan. Il dit, mais ça, c'est une bonne œuvre. Il prend donc, il dit, je vais éditer ça. Ah là là. Et ça a tapé 1 an pour ça tourner. Ils m'ont encore relancé. Ils m'ont dit, bon, maintenant, on est prêt, passe à la maison. Ils m'ont fait signer un contrat. Et l'argent. J'ai signé le contrat. Ils m'ont dit, bon, maintenant, est-ce que tu peux revenir à les planches originales? Quand je suis allé revoir les planches originales, étaient déjà abîmées. On ne pouvait plus scanner. Aïe, aïe, aïe. Après, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, bon, comme ça ne peut plus être scanné, qu'est-ce qu'on peut faire? On va te proposer un scénariste qui va réécrire l'histoire. Puisqu'avant, pour qu'on reprenne, on ne peut pas reprendre exactement ça. Comme il faut reprendre mieux, on peut améliorer, voilà. Bref, mon entourage m'a déconseillé de le faire parce que c'est beaucoup de travail. Ouais. Pour travailler entre les 50 planches comme ça, ça peut peut-être prendre même minimum 9 mois. Moi-même, ça me cognait là. Mais je me suis dit, bon, pourquoi ne pas reprendre s'il faut faire quelque chose de professionnel? J'ai dit, ok. Le scénariste a recommencé à écrire, ça a encore plus de temps que ça a pris. Le scénariste était un grand. Apparemment, il sortait de l'étranger. Bon, Eldin, qui a écrit, vous allez voir, Eldin écrit là. Oui, on a eu des tiraillements sur le chapitre, parce que c'est 5 épisodes. L'épisode 1, on a travaillé ensemble. L'épisode 2, il disparaissait, il revenait, disparaissait, revenait. J'ai dit à l'éditeur que vraiment, ça me fatigue. On ne sait pas si on va continuer dans ce rythme. Elle dit, il va et vient, il ne sait pas ce qui se passe. Ils m'ont dit, travaille. Bon, fais ton œuvre si tu as envoyé tout. Bon, le reste, j'ai poussé directement et j'ai fini. Voilà, donc, j'ai donné à l'éditeur. Ils ont fait la maquette pour me présenter et puis ils ont programmé la sortie officielle. On va donc découvrir, c'est quoi l'histoire, sans spoiler, bien sûr, mais l'idée derrière, qu'est-ce qu'on veut transmettre à travers cette bande dessinée comme valeur et tout. Bon, déjà, généralement, on veut juste présenter, ça présente la protection de la nature. Ok. Oui, parce que là, il y a un monstre, vous que vous voyez là, un monstre qui protège la forêt. Ok. Voilà. Il protège la nature contre les braconniers et des abatteurs, les gens qui exploitent la forêt. Et surtout, lui, il ne voudrait pas des gens qui tuent les panthères parce que ce monstre se nourrit des panthères. Donc, il ne voudrait pas que les gens détruisent les panthères. C'est sa nourriture, il protège. Ouais. Mais lui, il ne mange pas comme donc. Lui, il vit de ça. Mais il n'en fait pas trop. Donc, c'est sa vie, c'est sa forêt. Donc, lui, il protège. Il aime voir ses panthères. Il aime vivre de ses panthères. Il ne veut pas que ses panthères finissent en même temps. Vous voyez? Oui. Alors, il y a trois aventuriers qui arrivent, un peu des braconniers, en collaboration avec des braconniers du village, qui tuent des bêtes et vendent derrière. Et ceux qui tuent des éléphants, ils vendent des ivoires. Tout ça, ça détruit la forêt. Oui. Alors, ils sont venus dans ce village pour acheter de la viande de phacochère, parce que la viande de phacochère, c'est autorisé. Alors, ils ont rencontré une panthère. Et parce que ils ont caché la viande dans la brousse. Donc, le braconnier qui venait leur vendre la viande a caché pour aller les appeler. Et quand ils sont revenus vers la viande, ils ont trouvé une panthère en train de se servir. C'est donc là que l'un tire son âne et tue la panthère. Et c'est là que tous les problèmes commencent. Ah, d'accord. Et je pense je trouve mieux de laisser ces problèmes en suspens parce que c'est mieux de découvrir à quel niveau les problèmes vont arriver. Oui. Ah là là, non, sinon, c'est déjà la couverture, elle est très, très captivante. Merci. Elle donne vraiment envie. Et la qualité aussi, vraiment, c'est du ouf, hein. C'est du ouf, c'est vraiment du ouf. C'est un travail très professionnel, vraiment. Bon, là, nous avons tout un collectif. Ah là là, c'est vrai, dernièrement, j'avais parlé de cet ouvrage, c'est quand Martine. On avait parlé de ça quand Martine était arrivée. Mais, puisque l'œuvre n'était pas là, c'était difficile d'en parler. Oui, voilà, vraiment. Elle est là aujourd'hui. Ah là là, ce collectif. Dans ce travail, tu as apporté ta touche personnelle. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter, je sais pas, parle-nous de ce projet. Déjà, je vais d'abord souligner un point, c'est que vous allez remarquer que chaque œuvre a un style particulier.
Donc, je change le style en fonction de l'histoire, en fonction de l'attente du scénariste et aussi en fonction en fonction du thème à aborder. Vous voyez? Parce que dans cette œuvre, j'ai travaillé le chapitre 4 avec un style un peu cartoon. Et pourtant, il y a des gens qui me connaissent en style réaliste. Voilà ça. Voilà ce chapitre-là. Oui. Donc, et l'œuvre parle d'un artiste burkinabé, oui, un sculpteur de petites pintades qui a pu transporter 1000 pintades de son pays et exposer en France. Pas en une fois, bref, il allait avec elle petit à petit, jusqu'à ce qu'il a fait une exposition de 1000 pintades. Voilà. Et aujourd'hui, trésor national que l'État a nommé. L'État l'a nommé trésor national pour sa passion, parce qu'il le faisait par passion. Ce n'est pas qu'il le faisait, ce n'était pas trop business, c'est par passion. Et c'est un héritage avec ses frères. Toute leur famille, ce sont des sculpteurs et des forgerons, en fait. D'accord. Je comprends maintenant. Je me posais des questions par rapport au titre, l'escale des 1000 pintades. Je me posais des questions. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience aussi, travailler avec des artistes de divers horizons, travailler pour un projet international? C'était le tout premier projet international dans lequel tu as participé ou bien c'est vrai que, bon, je crois, je pense que ça, c'était la première bande dessinée. J'avais déjà eu à travailler plusieurs illustrations avec des ONG, par exemple. Oui, mais là, c'est la première bande dessinée internationale. Chacun travaillait depuis son pays. Chacun depuis son pays. Et parce que c'est un scénariste qui a écrit l'histoire. Donc, lui-même, il se charge de nous envoyer les documentations. C'est-à-dire des sites qu'on doit dessiner, les personnages qui devraient être dans la bande dessinée. Parce que ces personnages existent, à part seulement les touristes que vous voyez là, que j'ai créés. Mais le village que vous voyez là existe. Et comme c'est la même histoire, il se charge de réunir toutes les photos de l'endroit, le camp, la ville, l'aéroport, la gare routière, des choses comme ça. Et il envoie dans un groupe. Il forme un groupe Gmail où tous les artistes sont à l'intérieur. Il cherche toute la documentation, il poste. Donc, lorsque tu lis ton scénario, parce qu'il avait envoyé le scénario au départ, il a dit lisez le scénario et choisissez les chapitres. Ah, chacun a choisi son chapitre? Au départ. Ah, d'accord. Ok. Alors, j'ai lu. J'ai attendu que les gens choisissent. Et après, je lui ai dit, bon, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez m'envoyer n'importe quel chapitre que je vais dessiner. Il a dit, bon, toi, je vais te donner tel chapitre. J'ai pris le chapitre 3 d'abord. Après, il a dit, non, prends le 4, c'est mieux le 4. Quand j'ai commencé, parce que le 4, mon chapitre, est l'un des chapitres les plus longs. Ah, d'accord. Oui. Et la difficulté que j'ai eu à rencontrer là-bas, c'est que j'ai d'abord fait toute cette bande dessinée, crayonnée, et presque la moitié de l'ancrage, avec un style réaliste. Donc, un style réaliste. Il m'a dit que bon, comme j'ai choisi un chapitre un peu drôle, ça ne pourrait pas donner. Il m'a dit, trouve-nous un style approprié à ce chapitre. Vous voyez que c'était pas facile. Oui, il a un fallu chapitre que j'avais déjà fini de dessiner. Wow. Ça m'avait un peu trop fatigué, mais j'avais repris. Parce que si je viens avec le chapitre réaliste, vous allez voir les mêmes compositions. Mais sauf que ce n'est plus en cartoon. J'ai repris tout. Je lui ai d'abord fait la proposition des personnages en cartoon. Les deux personnages principaux de mon chapitre. Il a dit, ok, ça marche. Dès qu'il a validé les deux personnages, c'était tout. Parce que si tu valides les personnages, c'est déjà comment transformer l'environnement, la nature et les autres personnages. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai repris l'œuvre et j'ai livré. Ça t'a pris combien de temps pour réaliser au total, c'est vrai que, à compter que quand je revois le fait de faire et refaire, ce travail m'a peut-être pris même 2 mois et demi.
Ok. 2 mois et demi. Je suis un peu curieuse, hein. Comment est-ce que tu avais fait pour gagner ce marché? Bon, ce marché, c'est vrai qu'il n'avait pas cherché. Ce marché vient comment? Il avait travaillé d'abord le premier projet avec Martini pour une couleur de peau. Et c'est venu derrière notre camarade, parce que le camarade de Martini, c'est mon camarade. Et l'ami de Martini, là, était aussi mon ami. Donc, il était arrivé, il avait passé le numéro de Martini au type. Voilà. Le type a travaillé avec Martini. Et d'autres artistes, bon, bref, ils ont fait le premier projet, ils n'étaient pas dans le projet. Et par après, un jour donc, on s'est rencontrés. Moi, j'étais là. Il m'a demandé, Martin m'a présenté pour lui aussi, c'est mon frère, il dessine aussi. Il a dit qu'il veut voir mes travaux, j'ai présenté. Il a aimé. Il a dit qu'un jour, on va travailler. J'ai dit oui, bien sûr, pas de problème. Donc, je retiens les relations, le relationnel. Non, la relation est très importante. Et on dit souvent la chance n'existe pas. La chance, c'est quand la préparation rencontre une opportunité. Parce que je pense que si c'est que tu n'avais pas le talent en présentant tes travaux, on n'aurait pu ne pas te choisir. On ne devait pas seulement se focaliser sur le fait que bon, c'est le frère de tel. Oui, parce qu'il y avait la qualité. C'est quand même vrai que dans le projet Webtoon, c'est vrai qu'on n'était pas encore arrivé là. Je travaille à l'intérieur, j'ai amené certains artistes, oui, que j'ai présentés devant la relation, mais qui n'ont pas pu tenir. Voilà. Donc la relation seule ne suffit pas. Il y a d'abord le talent. Oui. Et on dit d'habitude, quand tu es bon, tu ne peux pas chômer en fait. C'est ça. Il faut seulement une occasion pour que ton talent, ton travail soit exposé. Justement. Et qu'on te valorise à ta juste valeur. Ok. Comment est-ce que tu fais pour combiner toutes ces fonctions en tant qu'artiste visuel, puisque tu es dans plusieurs couloirs des arts visuels, comment tu fais pour allier tout ça, pour combiner toutes ces branches-là? C'est vrai qu'il y a d'autres qui dorment et il y a certains qui dorment et d'autres qui sont régulièrement travaillés. Par exemple, quand je parle d'animation, j'ai eu à faire l'animation, j'ai eu à animer même des personnages, mais tellement ça fait longtemps que comme je commence à oublier. Vous voyez? Mais c'est par curiosité qu'ils essayent de faire. Je fais de telle sorte qu'ils sachent qu'ils sachent vraiment si je peux faire. Dès que ça aboutit, voilà, je sais que bon, le jour que ça va arriver, je pourrai faire. Oui. Mais ce n'est pas que je fais tout en même temps. La peinture, je ne peins pas à la maison. Je n'ai aucun tableau chez moi. C'est quand on passe une commande que tu... C'est quand il y a une commande, par exemple, si quelqu'un me commande un portrait et que je vois qu'il paye bien, je peux faire. S'il ne paye pas bien, je peux recommander quelqu'un d'autre. Voilà. Et généralement, j'ai viré dans les portraits numériques même déjà parce que je n'accumule pas les matériels de peinture à la maison. Je n'ai pas de matériel de peinture à la maison. Et la décoration, je fais quand c'est une commande décor. Quelqu'un qui voudrait qu'il décore une résidence, voilà, je peux faire. Je dépose un devis, s'il valide, c'est bon. Ça paye bien la peinture murale, ça paye bien? Oui, la peinture murale paye bien, mais on est au Cameroun. Oui. Il y a les clients discutent beaucoup. Et à des moments, on gagne, mais pas vraiment comme on devrait. Mais ça nourrit, mais ça paye. Ça paye. D'accord. Et ça prend aussi beaucoup de temps. N'est-ce pas? Ça demande beaucoup de réflexion. Puisque, comme je fais plus dans les trompe-l'œil, les trucs dont ce sont des travaux complexes de montage. Les trompe-l'œil? Oui. C'est quoi? Trompe-l'œil, c'est une peinture réaliste qui montre, qui simule une continuité dans le mur, à peu près. C'est-à-dire, je peux créer une porte ici et un salon à l'intérieur, par exemple. Quand quelqu'un passe, il regarde, il croit que c'est un salon, par exemple. On peut mettre peut-être une pierre. Je comprends la trompe-l'œil. On peut mettre une pierre là, en peinture. Quand quelqu'un passe là, il regarde comme ça, il se dit qu'il a vu une pierre. Il y a une salle qui a une grosse pierre. Vous voyez un peu? Oui, c'est un peu ça. D'accord. C'est ton style à toi ou bien? C'est pas mon style à moi. Bref, c'est un courant qui existe. Vous voyez, dans les réseaux sociaux, vous allez voir les gens qui peignent, par exemple, les placés au mur comme ça, ils tirent un oiseau. Il tient un oisezo, il dessine un oiseau, il tient comme ça. C'est juste, il trompe parfois, il peut créer une branche, il pose un oiseau, il dessine ça réaliste. De telle sorte que quand quelqu'un entre de première vue, il chuchote, il pense que c'est réellement un oiseau. Dernièrement, en circulant sur les réseaux sociaux, j'ai vu une image comme ça où il y avait un peintre. En fait, il s'est dessiné lui-même en train de peindre. Et puis, il est de côté comme ça. Voilà, c'est un peu ça, voilà. C'est un peu ça le trompe-l'œil. Moi, j'ai eu à faire le trompe-l'œil où je crée une route sur un portail
Et si la voiture vient en vitesse, elle peut pas buter. possible. Donc, il faut, c'est un peu ça. Donc, j'ai travaillé beaucoup de temps pour eux. Donc, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est un style qui Et je travaille ça fascine quand en montage. Ce n'est pas que je prends une image même. et je reproduis. Bref, je peux créer une image à partir de plusieurs, ou à partir de ma nature, la nature qui est autour de moi. Si c'est peut-être une cour en pavé, je vais continuer les mêmes pavés dans le mur. Et ça demande beaucoup de géométrie pour savoir tracer, de telle sorte que quand, quand, quand le spectateur est placé à tel endroit, il a l'impression de la continuité. Mais quand il se rapproche, ça commence à se casser. Il ne voit plus exactement ce qu'il voyait. Oui. Mais lorsqu'il rentre à distance, il revoit ça clairement. Donc, c'est de la géométrie descriptive, une façon de tracer certains calculs géométriques pour que ça puisse aboutir comme ça, avec la profondeur et la perspective en même temps. Oh, c'est assez complexe. Ouais, mais très clair pour toi. Et ça, c'est un peu compliqué. Comment est-ce que tu choisis tes sujets? Est-ce que lorsqu'on te contacte, généralement, le client a déjà une idée de ce qu'il veut ou alors c'est toujours à toi de penser à ce que tu peux proposer et autres? Comment est-ce que tu choisis tes sujets? Pour les premiers contacts avec les clients, ils sont un peu trop carrés. Donc, ils imposent ce qu'ils veulent. Quand tu arrives, ils disent fais telle chose. Ok. Et certains disent tu peux proposer en faisant. Et quand tu fais bien, tu proposes quelque chose, il commence à aimer ta proposition plus que ce qu'il a demandé. Et c'est donc par là qu'il peut te donner autre chose. Il dit, tu me proposes quoi ici? Il dit que non, c'est toi l'expert. Maintenant, tu proposes quoi là? Et ta proposition l'amène encore à vouloir te demander de lui proposer. Tu vois un peu. Ça veut dire que tu fais du good job. Ah oui, bon, je peux le dire. Où est-ce que tu trouves ton inspiration? L'inspiration, moi, je trouve une inspiration partout. Okay. Même là où je suis là, je vois l'inspiration parce que je ne regarde pas la nature comme tout le monde. Même quand je suis là, je ne regarde pas tout ça comme tout le monde. C'est que nous on voit là, c'est pas ce que toi tu vois. Je ne regarde pas ça comme ça, je regarde ça différemment. Et puis, quand je suis sur Facebook, par exemple, dans plusieurs groupes de dessin, je regarde les dessins de tout le monde et j'essaie de regarder tous. Bon, bref, j'ai été quelqu'un qui regardait tout. Je copiais tout ce que je voyais, même les couvertures de mes cahiers, je reprenais. Tous les dessins. J'ai un cahier qui a une image, je vais reprendre. Donc, rien ne passait devant moi sans reprendre. Wow. Donc, j'ai l'inspiration partout, même en route. Même dans l'embouteillage, j'ai l'inspiration partout. Tout ce que je regarde, j'ai l'inspiration. L'inspiration que les autres cherchent, là, ça dort chez toi. Ok. C'est quoi ta méthodologie de travail? En bande dessinée. Bon, on va commencer par la bande dessinée. C'est le domaine que tu préfères le plus. En bande dessinée, je travaille style classique. C'est-à-dire, je commence par l'étude des personnages et de l'environnement, par exemple, que je peux essayer d'esquisser des personnages. Dès que je finis, je prends le storyboard. Storyboard, je finis le storyboard, je prends les planches, je fais le crayonné, donc la touche au crayon. Je finis le crayonné, je passe à l'ancrage. L'ancrage, moi, à des moments, je fais ancrage numérique, des moments ancrage manuel. Bon, comme c'est le bande dessinée, par exemple, toutes ces bandes dessinées, j'ai fait l'ancrage manuel. Mais sur le webtoon, je passe ancrage numérique directement. Après l'ancrage, je passe à la colorisation ou le tramage. Avec là où c'est en gris comme ça, là, c'est toujours le même travail. Donc, je passe à la colo. Après la colo, je pose les bulles, les textes, et voilà. D'accord. Donc, c'est un long processus. D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré et qui ont eu une influence sur ton style? Déjà, comment est-ce que tu qualifies ton style en tant qu'artiste? Bon, moi, je ne qualifie pas mon style. Parce que moi, je dessine comme je veux. Sauf que je peux, à des moments, si je fais un manga, par exemple, je regarde le découpage manga. Il est très caractéristique du manga que j'ajoute sur le dessin. Parce qu'étant plus jeune, j'ai copié tout genre de bande dessinée. J'ai copié les Tex Willer, les Black le Rock, les Spider-Man, tout ça, dans le comics. J'ai copié le manga, j'ai copié les Tintin et Milou, les Franco-Belges, les Mickey, tout ça. J'ai copié même les livres de lecture. Donc, mais heureusement, dans mon travail, c'est d'autres personnes qui pourraient trouver que j'ai l'influence de tel ou tel. Mais personnellement,
je ne trouve pas d'influence sur mon dessin, mais j'apprécie tous les travaux. Quand quelqu'un fait un bon travail, j'apprécie. Même si toi, tu vas regarder, tu vas dire qu'il dessine mal. Moi, je vais te dire que moi, je trouve ça intéressant. En fait, tu sais donner de la valeur à tout ce que Oui, tu trouves. ouais, bref, je trouve toujours quelque chose d'intéressant dans le travail de tout le monde. Ok. Et s'il fallait citer 2 à 3 noms des artistes qui t'ont beaucoup marqué, voilà. L'artiste qui m'a rendu un peu bête, c'est Akira Toriyama. Ok. C'est lui qui a fait Sangoku, parce que quand je regardais les bandes dessinées de Sangoku, je pouvais donner ma nourriture de toute la journée à quelqu'un pour qu'il me laisse dormir avec la bande dessinée. Donc, je pouvais dire, donc, tout mon repas aujourd'hui, non, tu pars avec. Laisse-moi dormir avec la bande dessinée ici. Et je vais copier. Donc, j'aimais regarder ça, je ne sais pas. Et puis, il y a Hergé qui m'a marqué. Tintin Milou, ça m'a beaucoup marqué parce qu'il a une façon de faire qu'il est bon. Et il y a aussi les comics, les BD, des titans, les super-héros, qui m'ont marqué aussi quand j'étais petit. Je ne peux pas tout citer. Ouais. Bon, bref, même les BD de Mickey, Donald, tout ça. J'avais toujours quelque chose. Il y a tout Disney, en fait. Les Disney. Donc, quand je regardais, je voyageais. Et bref, j'avais une façon d'aimer le dessin, en fait. Donc, tout le monde me marquait. Tu sais, quand tu parles, on sent vraiment que tu es un passionné fou, en fait. Oui, j'aime trop. J'aime trop ton métier, j'aime trop ton domaine, en fait. Non, c'est ça. J'aime trop ça. Et je suis fier d'exercer dans un domaine que j'aime. Oui. C'est la plus belle des choses qu'on peut quand même souhaiter dans le monde professionnel. Un travail où je faisais nuit et jour, où je dessinais nuit et jour pour rien. Et que je me retrouve un beau jour à gagner de l'argent dessus, comment ne pas... Est-ce que tu vis pleinement de ton art aujourd'hui? Je ne vis de rien d'autre. Je vis strictement de l'art. Je n'ai rien d'autre, je n'ai pas de revenus à gauche ou à droite, ce n'est que l'art. Et si on enlevait tout ce que tu fais à côté de la bande dessinée, est-ce que tu pourrais dire, en fait, puisque là, tu es dans plusieurs champs des arts visuels, si on ne te laissait qu'avec la bande dessinée, est-ce que cette branche-là te permettrait de vivre pleinement? Ça fait peut-être plus de 6 mois que je n'ai pas un autre business à côté, que je vis de la bande dessinée. Wow. Que la décoration ne s'ouvre pas. J'ai quelques promesses des clients qui me disent je vais t'appeler tel jour. Mais ça fait plus de 6 mois. Donc, je pense que la bande dessinée, ça peut nourrir. Wow, c'est super et c'est encourageant aussi. Hein. Oui, c'est vraiment très encourageant, c'est magnifique. Alors, quels sont les thèmes que tu abordes généralement dans tes œuvres? Les valeurs que tu veux généralement transmettre à travers ton travail en tant qu'artiste? Déjà, j'aime le naturel. Okay. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans mes œuvres, je m'attache beaucoup au décor et aux personnages naturels, par exemple. Les filles, je vais prendre d'abord l'exemple des filles. Quand je dessine un peu les filles dans les bandes dessinées, vous n'allez pas voir que je mets les cheveux comme les greffes. Je mets les looks naturels, par exemple les afros, les pompons, les cheveux naturels. Ouais. Donc, vous allez voir, si j'habille une fille dans la bande dessinée, je vais mettre par exemple les petits colliers comme vous portez là, petits colliers, les colliers traditionnels, même si elle est bien habillée. Les petits coris, les boucles. Bon, j'aime la nature déjà. Et bref, voilà. Et j'aime les décors parce que c'est effectivement ça qui me faisait voyager dans les bandes dessinées. Quand je vois une bande dessinée, je regardais d'abord là où se trouve le personnage avant de regarder le personnage. Je regarde d'abord tout du personnage, je vois tout ce qu'il y a autour de lui. Tu vois? Donc, c'est ça qui me pousse à me concentrer sur le décor. Quand je fais une bande dessinée, je me concentre sur le décor, sur les feuillages, sur les petits oiseaux qui passent à côté, des trucs comme ça. Donc, ça m'amène à vouloir faire voyager quelqu'un d'autre comme je voyageais avant. Ok, d'accord. Et quels sont le plus grand défi que tu as rencontré tout au long de ta carrière? Défi? Bon, je ne sais pas si je vais répondre à cette question parce que mon plus grand défi, déjà actuellement, c'est de me voir devant un meuble de mes BD classés comme ça.
Les BD classés chapitre par chapitre, tome par tome, dans différentes BD. Un grand visionnaire. Et c'est ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous 2 grands moments que tu as vécu tout au long de ta carrière, qui ont vraiment marqué? 2 grands moments forts. Oh, je sais. Bon, mes plus grands moments artistiques sont lorsque je suis devant un public qui regarde mes œuvres et apprécie. Voilà. Et quelqu'un qui achète contre lui. Donc, il arrive, il regarde, il dit, c'est que fait, comment projeter ça? Est-ce que tu peux prendre même, mais on t'envoie ou ça peut prendre parce qu'il n'est pas agent sur moi. Quand quelqu'un est contraint d'acheter quelque chose parce qu'il a trouvé, parce que ça l'a captivé, mon œuvre, par exemple. Pour moi, c'est mon plus grand moment. Oui, c'est une grande fierté. Une grande fierté. Ok, est-ce que tu as des conseils à donner aux plus jeunes qui sont intéressés par la bande dessinée, qui aimeraient vraiment se lancer et être comme toi aujourd'hui, c'est-à-dire vivre pleinement de ce domaine-là? Est-ce que tu as des conseils ou alors des astuces, voilà, pour eux? Oui, bon, s'il faut donner un conseil aux jeunes, je vais d'abord leur dire qu'il faut d'abord aimer le travail. Ok. Et puis, nous tous ne sommes pas des BDistes. Il y a certains qui ne se sentent pas. Si quelqu'un ne se sent pas dans la bande dessinée, qu'il ne fasse pas parce que le jour qu'il va gagner un contrat, il pourrait lâcher. Il faut se donner à fond, travailler nuit et jour. Parce que dans ce domaine, c'est un peu comme la recherche scientifique où on a presque plus de vie. C'est bizarre de le dire parce que il y a des jeunes qui m'ont déjà contacté, qui me disent qu'ils veulent vivre comme moi. Je leur dis que si je te donne ma vie, comme je te vois, parce que si je te donne ma vie, tu vas fuir. Parce que moi, je me coupe un peu du monde à un moment. Contrairement à mon apparence parfois. Mais je me coupe du monde. Toute ma vie, c'est le travail. Parce que pour produire une planche de bande dessinée avec autant de détails, ça ne demande pas moins d'une planche finie. Peut-être si tu es lent, tu peux faire 2 jours, 3 jours sur une seule planche. Donc, ça dépend de la qualité de travail que tu veux faire. Mais qu'il n'ait pas peur. Ceux qui veulent travailler, qu'ils se lancent vraiment et qu'ils essayent de se lancer un challenge international. Qu'on ne regarde pas à côté de soi. Et dans ce pays, il y a trop de gars bons. Vous voyez? Il y a des gars bons qui m'impressionnent quand je regarde leurs travaux. Mais je ne suis pas en challenge avec eux. Moi, je veux challenger avec ceux de l'international. Donc, quand je vois les travaux, c'est là-bas que je veux impressionner. Oui. Voilà. Et puis, parler d'impressionner parle aussi des théories. Donc, il faut rechercher la théorie de la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, ce n'est pas que dessiner dans les vignettes. La bande dessinée, c'est une autre école. Donc, il faut entrer dans la théorie, lire et essayer de challenger à l'international. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, ça va payer. Même si ça prend combien de temps. Oui, ça finira. Le jour où ils auront un bon contact, ils vont aller. Le jour où l'opportunité va se présenter, quand la préparation sera déjà là. Il faut se préparer dans tous les sens. Le graphisme est déjà visible, mais la théorie est manquante. Donc, il faut à tout prix qu'ils essayent de bien rechercher pour finir leur travail. Et surtout, ne pas toujours se dire que j'écris mon histoire, je dessine, j'écris mon histoire, je dessine. Ah, moi, je n'aime pas quand quelqu'un vient imposer une histoire que je n'aime pas. Parce que les BD que vous voyez là ne sont pas les trucs que j'aime dessiner en fait. Le scénariste te propose une histoire. Ce n'est pas ce que tu veux dessiner que tu vas faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut être assez polyvalent graphiquement. Donc, sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Quelqu'un peut venir avec une histoire, il te dit une histoire sur les petites filles qui font la cuisine. Si tu vois que c'est un projet, si c'est un grand scénariste par exemple, et que toi, tu aimes seulement faire les histoires de bagarre, tu vas fuir. Donc, il faut être assez polyvalent dans ce domaine. Et il faut s'adapter à tout ce qui arrive. Et il faut se cultiver graphiquement. Il faut challenger à l'international. C'est tout ce que je peux dire actuellement. C'est très beau conseil. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Je pense que ça va aider beaucoup, mais alors beaucoup de jeunes. Ce genre de conseils, on n'en a pas vraiment tous les jours. Vraiment, on n'en a pas. Et comment avoir des opportunités dans ce domaine-là? Il faut
travailler et puis poster ses travaux. Sur le digital? Sur les réseaux. Sur les réseaux. Parce que à des moments, il m'arrive souvent d'avoir quelques clients. Un client qui arrive sur moi comme ça, là, il me dit, je voudrais un travail et qu'il ne m'arrange pas. Il dit, bon, je vais chercher un petit qui va le faire. J'entre sur les réseaux sociaux et je cherche un petit qui me fait un travail un peu mature. Parce qu'il ne peut pas donner, je peux avoir un client et l'envoyer vers un enfant qui ne sait rien faire. C'est plutôt moi qui ne prendrais pas au sérieux. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut qu'il fasse du bon travail. De telle sorte que quand je vois, je sais que tel fait telle chose. Le jour qu'un client tombe et qu'il ne peut pas faire, je vais le contacter, je vais dire, est-ce que tu peux faire telle chose? Et c'est comme ça. Parce que ça, ce qui est bien, ce qui est aussi souligné sur les artistes, c'est que les artistes ne sont pas trop égoïstes. Donc, nous, dans notre domaine, on s'est partagé. Vous êtes très ouvert. Oui, on s'est partagé. Donc, si j'ai un marché et qu'il ne peut pas travailler, je ne peux pas laisser le client partir. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Déjà que les gens avec qui je suis de la même génération, je sais qu'ils sont occupés. Si c'est un petit marché qu'il ne peut pas faire, sans doute, je vais proposer à quelqu'un d'autre qui va me dire que je ne peux pas. Donc, mieux, je cherche un petit que je sais qu'il est efficace. C'est pour ça qu'il est nécessaire que les petits soient vraiment efficaces. Et qu'ils ne copient pas de nous, qu'ils copient de l'international, parce que nous-mêmes, on veut être. Donc, nous tous, nous devons avoir un challenge devant. Parce que si tu trouves déjà que je suis déjà assez prêt pour toi, c'est un problème. C'est vrai que c'est quand même naturel qu'un petit dise que je suis fort, mais je veux qu'ils aient un challenge international. Et c'est ça qui va nous faire grandir davantage. Et faire grandir tout le domaine au niveau national, davantage, nous tous, on va grandir. Donc, challengeons les Américains, les Français, les Japonais, c'est là-bas qu'on regarde. Donc, c'est ça qui va faire que, même s'il m'arrive aujourd'hui d'aller au Japon, je te trouve un projet, je peux tacler un petit ici, que petit, voilà un projet. Et s'en sort, le Japonais satisfait, c'est ça le plus important. Ok, super. Alors là, on va mettre fin à cette première partie. On va aller on va ouvrir une deuxième phase de cette émission à toute exception. Je l'ai appelée, ou alors nous l'avons appelée Close Eyes, parce que dans cette phase-là, tu auras les yeux fermés et tu vas répondre sans parler vraiment les questions. Le principe, je vais te donner 3 mots successivement et pour chaque mot, tu vas dire ce que ce mot-là t'invoque, ce que ce mot-là représente pour toi, ce qui te vient à l'esprit en fait. Donc, on va planter les décors. On va fermer les yeux, on ferme les paupières. Oui. Are you ready? Oui, c'est bon. Ok. Le premier mot, la nature. La nature inspire tous les artistes. La nature, c'est elle qui est à l'origine de la création. Parce que sans la nature, on ne serait pas. Sans la nature, on ne vivrait pas, on ne marcherait pas, on ne verrait rien. Voilà. Ok. Là, c'est pour toi ou alors c'est pour tous les êtres humains? C'est déjà, moi, j'ai répondu dans le sens de l'être humain, superficiellement, et surtout dans le sens artistique. Ok. Le deuxième mot, le business. Le business, c'est ça qui nous réunit. Et à des moments, ça crée des affinités et surtout de l'intérêt. Et je crois que le business a un bon point, c'est qu'il peut ramener plusieurs personnes et créer trop de divergences puisque l'argent, déjà, qui donne tout. On dit on peut acquérir presque tout par l'argent, mais tout à fait, on ne peut pas tout avoir. Et grâce à ce business, des gens peuvent se détester, mais se rapprocher parce qu'il faut trouver leur intérêt. Et d'après ton expérience personnelle, le business, bon, tu as parlé de rapprocher, tu as parlé de détester, d'éloigner, de séparer les gens. Qu'est-ce qui prime? Pardon? Tout à l'heure, tu as dit que le business peut rapprocher les gens, comme le business également peut créer des frustrations, des séparations. Bien sûr. Pour ce qui est de ta propre expérience personnelle, voilà, le business rapproche plus ou alors elle sépare plus? Oui, le business rapproche, mais le problème avec le business, c'est que
il rapproche par intérêt. Et il peut rapprocher même un égoïste, un hypocrite, qui ne pourrait jamais vous montrer qu'il ne vous aime pas si vous avez plus que lui. Voilà, c'est un peu ça. Et dernier mot, Oui. l'enfance. L'enfance, c'est le meilleur moment de ma vie. Quand je pense à mon enfance, je voudrais la revivre, mais quand je réfléchis bien à tous les petits moments de l'enfance, je ne voudrais plus jamais être un enfant. Je voudrais grandir. Qu'est-ce que tu entends par pire moment? Les petits moments, c'est que l'enfant a beaucoup de frustration et surtout que l'enfant ne peut pas décider comme il veut. Il a toujours une autorité au-dessus de lui qu'il est obligé de suivre. Et moi, actuellement, quand je revois beaucoup de choses que je faisais étant tout petit, inconsciemment, je ne voudrais plus les revoir parce que j'ai passé des moments d'inconscience qu'il fallait, comme je disais au départ, dompter pour que je sois quelqu'un d'autre. Et à ce moment, je pensais qu'on me faisait du mal. Et aujourd'hui, je comprends qu'on me faisait du bien. C'est pourquoi je ne voudrais plus revivre cet instant-là. Je préfère continuer de grandir. Mais j'aime toujours retourner dans mon enfance pour revoir tout ça. D'accord. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Tu étais dans ton passé. Tu reviens d'où là? Non, c'est vrai, l'enfance c'est bien. J'aime revoir. Mais quand on me demande que tu peux, si on te dit que tu sois encore enfant, je dis. Parce qu'il y a eu certaines libertés que tu n'avais pas. Tu aimes dessiner avec quel logiciel? Photoshop. Photoshop? Ouais. Ok, ça tombe bien, nous avons Photoshop. C'est la phase de pratique. Et là, tu vas faire une réalisation en 10 minutes. Pas plus, pas moins. Bon, tu peux faire moins. Hein. Bon, si tu es, non, ouais. moi je pensais que c'était seulement pas moi. C'était pas. Non, non. Donc là, tu vas dessiner une œuvre que tu vas dédicacer à Gilles Artiste. Okay. C'est un souvenir qu'on va garder de ton passage à l'édition Artistes d'exception. D'accord. C'est parti. Objet, oui. Qu'est-ce que tu nous as fait pendant ces 10 minutes? Bon, puisqu'on m'a dit l'œuvre est dédiée à Gilles Artiste, j'ai illustré Chibi de Gilles Artiste. Chibi, c'est-à-dire? Chibi, c'est un style de manga. Donc, c'est un style à manga parce qui rend le personnage enfantin. Vous allez remarquer, par exemple, dans la plupart des mangas, quand le personnage est inquiet ou bien quand il a peur, on le dessine comme un petit enfant. C'est ce style qu'on appelle manga. Donc, c'est juste un style expressif. Ouais, ça rejette souvent des expressions à des moments. On peut faire un chibi déformé, un chibi plus mignon, plus beau. C'est souvent une forme d'expression dans les mangas. Pour ceux qui regardent beaucoup les mangas, par exemple, même si c'est un personnage robuste, lorsqu'il a peur, on le dessine comme un bébé. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce style? Parce que c'est un style plus simple et plus beau. Parce que Gilles Artiste déjà est mignon, donc il fallait faire un chibi et le chibi le rend encore plus mignon, mais moins mignon que lui-même. Parce que ce n'est qu'une copie en fait, ce n'est pas l'authentique. Mais dans tous les cas, quand quelqu'un voit, il reconnaît Gilles Artiste. Oui, moi j'ai déjà la coupe, les cheveux et tout, non, c'est lui, avec les lunettes, ouf, il n'y a pas de doute, c'est lui. En tout cas, j'aime bien l'illustration. Là, ça t'a permis de tester également les tablettes vendues par Gilles Artiste. Qu'est-ce que tu en as pensé? Justement, je note déjà que c'est la première fois que je dessine une tablette à écran. Puisque je travaille avec des tablettes, des simples tablettes avec l'écran de l'ordinateur. Et tellement je me sens à l'aise avec ici, je me suis senti 2 fois plus à l'aise.
Et puis, j'ai apprécié la pression du thé parce que ça nous fait retrouver les faits qu'on recherche souvent à la main plus facilement. Parce que quand on fait les pleins et déliés, on n'a pas à passer une deuxième fois. On va une fois, on appuie et puis la ligne est plus épaisse. Et lorsqu'on relâche, elle est fine. Donc, ce sont des super tablettes et je conseillerais des gens qui en ont besoin de ne pas hésiter, puisque moi-même, je suis déjà flatté. Voilà, c'est un professionnel du dessin qui a parlé, donc si vous hésitez encore, en tout cas, les tablettes de Gilles Artiste sont disponibles. Hein. Pour la voir, vous pouvez consulter notre page Facebook Gilles Artiste. Vous aurez les contacts pour pouvoir passer votre commande. Il y en a plusieurs de toutes les tailles, avec comme sans écran. Donc, c'est adapté à vos budgets, rassurez-vous. Alors, Objel, sur quel projet est-ce que tu travailles maintenant? Actuellement, je suis sur un projet Webtoon. Je m'explique. Webtoon, c'est un style coréen, un style de bande dessinée coréenne, qui se lit numériquement. Donc, qui se lit dans le téléphone, qui est adapté à l'écran du téléphone. Donc, ça se lit du haut vers le bas. Donc, on zappe comme ça et puis c'est dans ce style que je fais déjà. Pour le moment, avec une maison d'édition belge, oui, mais c'est pas encore publié. Donc, je suis encore en train de travailler. C'est vrai que je commence pas, je suis en train de travailler le 9e chapitre. Donc, il va d'abord falloir cumuler une bonne quantité. Et là, c'est parti pour combien de chapitres au total? Le premier tome, je peux dire la première saison, a 11 chapitres. Donc, comme je suis au 9e, dès que je finis, il va me rester 2. Genre, on peut estimer que la sortie de cette webtoon-là La sortie ne dépend pas de moi. Okay. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'éditeur. Donc, mais il faut d'abord que je finisse la saison. Et par après, donc, ils pourront m'informer de quand ils vont publier l'œuvre. Mais pour l'instant, je travaille. Et il fallait produire quelque chose de consistant avant de pouvoir le faire. Et puis, par après, il va falloir faire peut-être un tome 2, saison 2, saison 3, on ne sait pas encore. Puisque c'est non plus moi le scénariste. Donc, le scénariste décide sur l'écriture. L'éditeur décide sur la publication. Et est-ce qu'il y a un autre projet sur lequel tu travailles en parallèle ou alors c'est le seul présentement? En parallèle, donc pour l'instant, le projet sur lequel je travaille en parallèle, c'est le Zéan Vous qui est déjà là. Et d'autres projets sur lesquels je travaille ne sont pas des projets personnels. Bon, je travaille sur plusieurs commandes d'illustration, bande dessinée, mais là, ce ne sont pas mes projets à publier. Mais, ok, est-ce que tu es déjà trop saturé ou bien on peut toujours passer nos commandes? C'est pour les portraits, c'est pour les peintures. Bref, vous savez, quand on parle d'argent, on parle de disponibilité. Voilà. S'il y a l'argent qui me convient, même s'il faut passer toute une nuit en train de travailler, je vais le faire. Déjà, je suis habitué. Mais je préfère déjà dire que je suis saturé. Mais l'argent motive, hein, oui, je suis saturé. Je ne préfère pas dire à quelqu'un de me donner un travail, mais je peux être tenté. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver sur les réseaux sociaux? J'ai une page Facebook, Objel TNT. Donc, pour retrouver Objel sur Facebook, uniquement ou alors également sur Instagram? Instagram, je ne publie pas trop. Donc, tu es uniquement sur Facebook? Pour le moment, je suis sur Facebook. Donc, Objel TNT ou Objel Auto, vous allez trouver mon profil. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous. pour tout ce que tu nous as donné comme information durant cette émission, pour l'échange, pour la dédicace de cette belle œuvre. Merci. Un portrait. Je suis ravi d'être là. Merci de m'avoir invité. Beaucoup de courage dans tout ce que tu fais actuellement comme activité, surtout les projets sur lesquels tu bosses. Fidèles téléspectateurs, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, Artiste d'exception. J'espère que vous avez pu avoir un max d'informations, voilà, de ressources pour pouvoir vous cultiver davantage dans le domaine des arts visuels au Cameroun et en Afrique de manière générale. Nous étions avec Objel Auto, un artiste
multifacette. Il fait dans plusieurs domaines, la peinture murale, la BD et même un peu de montage aussi lorsque ça le tente bien. Donc, on va se dire à très bientôt pour un tout nouveau numéro d'Artistes d'Exception. Vous n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis, pour nous contacter, vous pouvez nous avoir à travers les numéros qui s'affichent juste au bas de votre écran. Bye bye, prenez soin de vous et valorisons nos artistes.